m'entendez bien tous? C'est OK? Super. Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde sur l'avenir est-il dans le vent? Transport maritime. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Normalement, on a 28 minutes, c'est ce que me dit le timer, donc on va essayer de respecter le temps qui nous est imparti. Si vous avez des questions au cours de la table ronde, n'hésitez pas à les garder pour la fin. On va quand même essayer, même si le temps est limité, de garder quelques minutes pour accueillir et répondre à des questions. Je vais commencer cette table ronde par rappeler rapidement quelques faits sur le transport maritime pour celles et ceux qui ne sont pas forcément très familiers du sujet. Le transport maritime, aujourd'hui, c'est environ 80% du commerce mondial en termes de volume. C'est absolument gigantesque. Ce secteur, il représente 3% des émissions mondiales de CO2 et d'ici 2050, il pourrait représenter 10% des émissions mondiales. Et en même temps, l'Organisation maritime internationale s'est engagée en 2023 à atteindre la neutralité carbone en 2050. Évidemment, pour atteindre cet objectif, le statu quo, ça ne va pas être suffisant. Il va falloir prendre des mesures, plusieurs mesures, maintenant. Et parmi ces mesures, il y en a une en particulier dont on va discuter aujourd'hui, qui est de revenir au bon vieux bateau à voile pour transporter des personnes et des marchandises. Parce que pendant des millénaires, c'est comme ça qu'on a fait avant qu'au 19e siècle à peu près, les bateaux à moteur remplacent les bateaux à voile. Donc pour discuter de ce sujet passionnant et dans le vent, j'ai la chance d'accueillir et d'avoir aujourd'hui avec nous sur scène 3 invités. Donc je vais vous les présenter rapidement. Nous avons donc Arthur Levaillant. Tu es navigateur, Arthur. Tu es également cofondateur de SailCoop, qui propose de transporter des passagers en France entre la Corse et le continent, et également le continent et les Glénans. Et prochainement, alors j'espère que je ne fais pas d'impair en révélant ça, qui promet aussi de transporter des passagers vers les États-Unis. Tout à fait. Voilà, donc ça sera très prochainement. Nous avons également avec nous Olivier Barraud. Olivier qui a cofondé Grain de Sail en 2012, si mes informations sont bonnes, qui importe et exporte du café, du chocolat et du vin à l'international. Et nous avons également Alexandre Capelli. Donc Alexandre, tu es Environmental Deputy Director chez LVMH et en tant que tel, tu as donc une vision d'ensemble de la chaîne de marchandises dans un grand groupe et surtout les enjeux environnementaux que ça implique. Maintenant que les présentations sont faites, on va commencer tout de suite avec la première question. Est-ce que vous pouvez chacun un petit peu nous expliquer, nous raconter comment vous en êtes venu à croire et à investir dans le transport à la voile, dans vos activités pour transporter des personnes ou des marchandises? Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic et pour vous, quels sont les avantages? Bon, je commence alors. Bonjour à tous. J'ai toujours été, moi, passionné par le vent, très clairement. J'ai fait beaucoup de planche à voile, de windsurf, du parapente, de la navigation côtière avec des petits navires. Je suis également cofondateur d'un groupe qui a développé des parcs éoliens terrestres, des parcs éoliens offshore. Et en tant que musicien, je suis saxophoniste. Donc, instrument à vent toujours, donc il y a vraiment quelque chose. Et mon prénom Olivier, si vous faites l'anagramme, ça fait voilier. Donc le gars, il a vraiment il y a un truc avec le vent, et ça je m'en suis aperçu il y a très peu de temps en plus, et je me disais waouh, ça c'est quand même le clou. En tout cas, ce que je sais, pour avoir utilisé des planches à voile, parapente, etc., c'est que le vent est incroyablement efficace pour faire des âneries en l'air, prendre de l'altitude, aller très vite sur l'eau, mais également se déplacer avec un navire à voile, faire tourner des éoliennes, c'est étonnamment efficace également. Et finalement, l'idée de cargo voilier, ou même plutôt de voilier cargo, parce que nous on construit des purs voiliers, est issue un petit peu de toutes ces expériences et de cette passion finalement pour le vent. Le vent, il est toujours présent. Alors quelquefois, il se calme un peu, mais globalement, sur l'Atlantique Nord, il est très, très présent. Son prix est toujours le même, c'est plutôt gratuit, même si je vous expliquerai plus tard que c'est quand même plus cher, évidemment, de transporter nos marchandises à la voile que de le faire au pétrole. Voilà. Mais en tout cas, le vent, ça marche très bien. Moi, de mon côté, c'est un peu toute ma vie. En fait, j'ai commencé par faire sport-études voile. Ensuite, j'ai fait beaucoup de courses au large. Et je me suis rendu compte de ça il y a peu de temps, finalement, que j'avais une chance inouïe d'avoir fait une grande partie de ma vie sur l'eau, à naviguer, à faire des compétitions, à jouer avec le vent. Et après la route du Rhum en 2018, il y a
il y a quelques années. On s'est retrouvés en 2020 là, avec différentes personnes, dont Maxime Blondeau et Maxime de Rostelan, pour lancer cette initiative un peu folle de se dire qu'on allait démocratiser l'utilisation du vent pour se déplacer. Et donc, et d'essayer de remettre les gens à naviguer et partager cette chance inouïe que j'avais pu avoir d'utiliser le vent pour mon métier de navigateur, de régatier. Ça fonctionne, on est aujourd'hui 3000 sociétaires, il y a un petit stand que je vous invite à voir d'ailleurs qui est juste à la sortie là. On a transporté des milliers de personnes là, depuis 3 ans. C'est aussi se dire qu'il faut reprendre le temps du voyage. Moi j'ai passé ma vie à essayer d'aller toujours plus vite sur l'océan avec les bateaux les plus rapides du monde. J'adore ça, la vitesse, j'aime bien jouer, donc t'aimes bien gagner, mais il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi essayer de se dire que dans le voyage, il y a le temps du voyage, on en parlait juste avant avec mes camarades, qu'on a besoin de ralentir aussi à plein de niveaux, et cette coopérative et d'autres initiatives d'ailleurs qui vont pousser demain les gens à plus se déplacer grâce au vent et à la voile va dans le sens de ce qu'on voudrait créer pour reprendre le temps d'imaginer, de designer, d'inventer ensemble ce monde nouveau qu'on appelle tous de nos voeux. Donc, alors moi je suis savoyard, donc j'ai pas de lien, je suis pas navigateur. Le parapente. Voilà, le parapente, ouais. Non, alors au groupe LVMH, alors je vais avoir un discours plus pragmatique. On a évidemment, comme tout grand groupe aujourd'hui, une trajectoire carbone sur notre scope 1, notre scope 2, nos opérations. Et le transport va être dans notre scope 3, donc c'est notre chaîne de valeur du groupe. Aujourd'hui, le groupe LVMH, c'est à peu près une empreinte carbone de 7,4 millions de tonnes de CO2 par an. Et dans ces 7,4 millions de tonnes, à peu près 11% est lié au transport. On a des magasins partout sur la planète, il faut transporter. Alors, on a différentes performances selon les groupes d'activité. Les vins spiritueux, par exemple, aujourd'hui, sont à 99,9% en maritime. On a 0,1% d'aérien, mais essentiellement, encore que ça, on commence à collaborer avec Grain de Sel et d'autres, mais essentiellement en maritime conventionnel, je peux dire comme ça, conventionnel, hein, voilà, le porte-conteneur. Et on se dit, c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, c'est effectivement le maritime éolien. On en parlera tout à l'heure, mais on commence à travailler avec Grain de Sel et avec d'autres et à avoir des débuts d'expérience. Alors c'est encore tout petit et tout l'enjeu, on en parlera, c'est comment on peut passer à l'échelle sur ces sujets-là, quoi. Il y a des enjeux financiers, des enjeux opérationnels, des enjeux techniques, des enjeux de travailler ensemble aussi. Voilà. Justement, en parlant de défis, c'était un peu ma question suivante. Vous avez évoqué le vent qui peut être plus ou moins capricieux selon les zones géographiques. On a évoqué aussi reprendre le temps du voyage et d'accepter de mettre plus de temps d'aller d'un point A à un point B. C'est quoi aujourd'hui les défis techniques, sociétaux qui se posent quand on se lance dans le transport maritime à la voile? Qu'est-ce qu'on doit affronter un petit peu comme réticence sur le sujet? Alors, ce ne sont pas forcément des réticences, mais il y a clairement un problème de savoir-faire. Alors, savoir-faire qu'on a un peu perdu, forcément. Aujourd'hui, on sait parfaitement fabriquer même de très très gros navires à moteur, ça c'est parfaitement maîtrisé. Dès qu'on commence à rajouter des voiles, on rajoute des efforts dans la coque, on rajoute des efforts un peu partout. C'est une façon de concevoir les navires qui est très différente. Donc que ce soit pour la conception, pour la construction, mais également pour l'exploitation, on est dans quelque chose de très disruptif, donc c'est d'innovation pure. Et on construit ce qu'on appelle des one-off, hein, donc ce sont des navires qui sont tous des prototypes démonstrateurs et qui, petit à petit, font monter le niveau. Alors, chez nous, évidemment, parce qu'on a accumulé énormément de savoir-faire avec ça, mais également dans les chantiers, chez les architectes, tous ceux qui vont travailler finalement sur ces nouveaux projets. Donc, c'est pas simple, mais si c'était simple, ce serait pas drôle. Donc voilà, on le fait avec enthousiasme. Et ça va finalement relativement vite. Nous, on a commencé avec un Grain de Sail 1, qui était le premier voilier cargo normé marine marchande au monde. Alors c'était un gros voilier déjà, 24 mètres, mais évidemment 24 mètres, un très très petit cargo. Vous pouviez transporter combien de tonnes? On transportait à peu près 40 à 50 tonnes dedans, donc c'était assez ridicule. Mais ça nous a appris absolument tout, donc toutes les contraintes en fait sur la façon de réussir à quelquefois devoir négocier la réglementation avec les services instructeurs de l'État et les affaires maritimes pour s'adapter à des navires à voile pour lesquels la réglementation n'était absolument pas conçue évidemment. Donc après on a conçu Grain de Sail 2, donc qui est rentré en service l'an dernier, qui est 2 fois plus long, 2 fois plus large, 2 fois plus haut, donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8, hein, on fait à peu près x8, x10 en taille, enfin en capacité de chargement. Et on a un projet, donc Grain de Sail 3, qui va encore faire x2,
x2, x2, x2. Donc là, on arrivera à 2800 tonnes de charge transportable. Donc voilà, ça progresse petit à petit, mais oui, il faut s'accrocher. Et il faut accepter, par l'expérience et par la taille croissante des navires, d'implémenter dans ces services, dans la société, l'expérience pour ne pas construire n'importe quoi, évidemment. L'expérience est absolument, absolument centrale dans ces projets. Voilà. Donc il faut l'acquérir petit à petit. Arthur, vous êtes d'accord ? Est-ce que je suis d'accord ? Non, mais c'est sûr qu'il y a des vrais sujets réglementaires, si tu veux, qui sont pas simples à gérer et sur lesquels on passe beaucoup de temps tous parce qu'on est des acteurs qui réutilisent l'utilisation du vent. Alors, c'était le cas avant que le pétrole arrive, hein, et ça marchait plutôt très bien. Non, il y a des sujets réglementaires. Il y a aussi des sujets aujourd'hui qui sont liés au monde d'hier qui s'accrochent beaucoup. On est inondé jour et nuit par des publicités qui nous poussent à voyager en avion ou en utilisant voilà, d'autres moyens très carbonés, et qu'aujourd'hui on a une puissance de frappe, nous, Cellcoop ou d'autres acteurs, qui est tout petit, qui est rikiki finalement face à d'autres acteurs qui sont très puissants et qui aujourd'hui n'ont pas très envie de changer parce qu'ils ont un modèle qui fonctionne très bien comme ça. Et donc c'est comment on invente ces nouveaux imaginaires-là. En termes de volume, on est tout petit, un peu comme Grain de Sel ou d'autres. Le vélic, le transport à la voile aujourd'hui est tout petit. Par contre, en termes d'imaginaire, on est très puissant, ça prend une ampleur qui est assez considérable. Par exemple, cette coopérative Cellcoop, elle est très suivie dans les médias. Il y a vraiment une base de gens très engagés qui essayent, qui racontent, qui deviennent des ambassadeurs en fait de ce projet. C'est vrai que la chance qu'on a avec une coopérative comme ça, en emmenant des gens naviguer, alors parfois ils sont malades, ils ont le mal de mer, ça arrive, ce qui n'est pas le cas des sacs de chocolat ou de café. En revanche, la petite valeur ajoutée qu'on a aussi en plus derrière, c'est qu'en transportant aussi des personnes, ces personnes-là deviennent ces ambassadeurs de ce monde nouveau-là qu'on veut créer ensemble, parce que quand tu reprends du temps sur un bateau, quand tu vas en Corse par exemple, et dans ce qu'on fait en créant de l'intermodalité dans les transports, par exemple pour aller en Corse, on prend son vélo, là, son petit véli pour aller gare de Lyon, on prend son train pour aller à Saint-Raphaël. À Saint-Raphaël, on prend son voilier ensuite pour aller en Corse. Et là, pendant cette nuit en mer, ces 20 heures en mer finalement, on a une expérience de vie qui est très forte. Et même les personnes il y en a certaines ici dans la salle, qui ont traversé, qui sont allées en Corse, qui étaient malades et qui ont des moments un peu difficiles, se disent attends, j'ai quand même vécu un truc de fou parce que j'ai vu des baleines, j'ai vu des dauphins, j'ai vu du plancton bioluminescent, j'ai échangé avec les skippers, j'ai appris à régler les voiles du bateau, et quand ça allait bien, j'étais la personne la plus heureuse du monde parce que j'étais en train de vivre une expérience assez forte dans ma vie. Et c'est ça qu'on veut offrir et partager pour qu'ensuite ces personnes qui reviennent à terre se disent ok, quel est mon rôle dans la société, comment je vais pouvoir infuser aussi différentes idées et agir au quotidien. Voilà. Oui, je confirme tout ça et je pense qu'il y a d'autres leviers / freins. Il y en a un que Olivier a déjà mentionné mais qui est très vrai, je pense que c'est la résistance au changement. Qu'on conçoit très naturellement, et je pense que le meilleur moyen de changer, c'est l'expérience. Effectivement, il faut qu'on ait quelques projets. On commence à travailler avec Olivier et Grain de Sel. NC travaille avec Neoline, qui est un compétiteur, mais aussi un partenaire, j'imagine. On va envoyer 20 conteneurs par mois à partir de juillet par voilier à voile aux US. Donc en fait, il faut montrer que ça marche. Il faut casser les peurs. Je pense que le coût est un sujet, mais pas le principal, en tout cas pour nous, puisque par rapport à l'aérien, justement, le maritime est de toute façon ultra compétitif, même s'il est plus cher en voilier qu'en... C'est beaucoup plus cher, c'est... J'ai pas les chiffres exacts en mais tête, sans mais chiffre exact, l'aérien est beaucoup plus cher, ça c'est sûr. Oui. Heureusement. L'aérien est très cher. Et après, il y a l'impact environnemental, il est quand même majeur. Nous, je reviens sur ma fameuse trajectoire, on a un objectif de réduire de 55% nos émissions sur le scope 3 d'ici 2030 versus 2019 par unité de valeur. Si je regarde l'impact, c'est les chiffres d'Olivier, en plus c'est l'impact pour transporter 1 tonne sur 1 kilomètre, c'est 1000 grammes de CO2 en aérien. Avec Olivier, c'est 1. Donc c'est 1000 fois moins. 1000 fois moins. Et Olivier, il va à peu près 2 fois moins vite qu'un porte-conteneur normal, c'est à peu près ça. Oui, en transit time, on va être on peut aller plus vite en fait en transit time parce qu'on passe moins de temps dans les hubs logistiques, donc on charge plus rapidement, on décharge plus rapidement. Voilà. Donc en 23 jours, on a fait toutes les opérations. Aujourd'hui, et Vincent Barral en parlait l'autre jour, de Vuitton-Maltier, ils sont plutôt autour de 30-32 jours sur des conteneurs aujourd'hui. Donc
on est même plus rapide finalement. Plus rapide au final. Donc, tu vois, avec un différentiel de 1000 versus l'aérien et de 20 par rapport au maritime conventionnel à peu près. L'aérien est plus rapide évidemment, mais c'est à peu près rapide, une semaine, on va dire, avec ouais. les charges. Donc en fait, c'est une histoire d'expérience. Je pense qu'il faut montrer que ça marche et rassurer. Je pense que ça, c'est déjà en train d'être de se produire. Et puis après, il y a aussi les volumes. Donc convaincre toutes les maisons au sein de LVMH, mais aussi convaincre d'autres acteurs économiques que c'est une solution. Et après, il faut avoir le produit qui puisse s'adapter au transport maritime. Nous, on a quelques produits où c'est encore compliqué de basculer entièrement sur du... Lesquels, par exemple ? Il y a des zones qui sont compliquées. Par exemple, je pense à la Chine. Il y a quand même un gros différentiel entre l'aérien et le maritime sur certains produits en termes de temps. Donc, lorsque vous envoyez un collier de haute joaillerie, ça peut être plus compliqué, mais ce n'est pas des produits qui pèsent très lourd, donc ça va. Mais en revanche, sur tous les produits où le business model permet de planifier du maritime, je pense qu'on devrait assez rapidement se poser la question de basculer sur du maritime éolien. Et ça peut aller très très vite, en fait. On s'aperçoit, je me rappelle de cette photo de New York, c'est au début du XXe siècle, où on voit que des calèches à cheval, et quelques mois après, on voit que des voitures. Le changement peut se produire très vite. Ouais. Donc on pourrait aller dans l'autre sens aussi très rapidement. Donc je pense que si on arrive à convaincre et à montrer que ça marche, ça peut aussi aller très vite. Après, il y a des investissements qui vont être nécessaires. Oui, voilà, c'est ça, parce que donc, clairement, les entreprises ont un rôle à jouer pour faire leur part, montrer que ça marche et s'engager. Est-ce qu'il y a aussi d'autres acteurs ? Je pense à l'État, je pense peut-être nous aussi au niveau européen. Est-ce qu'il y a aussi d'autres acteurs qui doivent mettre la main à la pâte pour fournir des fonds, investir ? Vous parlez il faut développer des prototypes de bateaux, ça demande beaucoup d'argent, j'imagine, de construire un cargo voilier, un voilier cargo. Donc c'est clairement un travail de groupe au sens très large. Hein. C'est l'État, ça peut être les affaires maritimes, ça peut être évidemment les chargeurs, ce sont des compagnies maritimes également comme nous. Il y a vraiment tout un écosystème qui doit se mettre en ordre de marche pour développer ce type de filière. L'efficacité, je pense, est vraiment prouvée. On a même des avantages considérables, évidemment, par rapport au début du siècle. Alors, les navires étaient à la voile, certes, mais les technologies ont considérablement quand même évolué. Donc, on sait construire des navires plus rapides, plus fiables, beaucoup plus aboutis, en fait, en termes de sécurité également. Mais surtout, on a des satellites au-dessus de la tête qui permettent de comprendre et d'analyser la météo et d'avoir des prévisions météo qui changent absolument tout. En termes de routage particulièrement, donc par rapport à ce qu'on faisait au début du siècle, où on regardait les nuages et on disait bon, qu'est-ce qui va nous tomber sur la gueule ? Ouais, revenir à la voile, c'est pas revenir à la voile, c'est au siècle précédent. C'est plus la même façon d'opérer, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on réussit à avoir des temps de traversée qui sont relativement stables, relativement rapides. Après, quand vraiment il n'y a pas de vent, ça arrive. Quand il n'y a pas de vent, on attend. Voilà. Et c'est aussi ça la règle. Nous, on fait des purs voiliers, donc on ne joue pas contre la nature. Là, pour le coup, on inverse les choses, on fait avec, et on se force à faire avec. Ça redonne du sens, évidemment, à tout ce qu'on fait, et c'est seulement comme ça qu'on réussit à être vraiment capable, en fait, de continuer à opérer sur des décennies et des siècles. En fait, on rend le monde durable en faisant de la sorte. Voilà. Mais c'est totalement contraire à tout ce qu'on a fait jusqu'ici avec le pétrole magique. Voilà. Je ne sais pas si Arthur... Non, mais c'est vrai, on a une chance inouïe en France d'avoir des acteurs qui ont travaillé depuis des années, que ce soit des architectes, des designers, des ingénieurs, des navigateurs qui travaillent à vraiment avoir les bateaux les plus rapides du monde. Moi, j'ai des questions et j'ai des réflexions sur ces sujets-là dans le monde de la course au large pour essayer d'essayer de comprendre pourquoi on est toujours attiré par toujours plus de vitesse et à quoi ça sert, à quoi elle sert cette vitesse-là. La vitesse aujourd'hui d'utiliser notre savoir-faire dans les routages, notre savoir-faire dans le réglage des voiles, dans les profils des voiles et tout ça, pour les mettre au service d'un transport maritime le plus décarboné qui soit, là c'est utile. D'aller toujours plus vite sur l'eau, dans mon monde, ça ne sert pas à grand-chose. À un moment donné, il va falloir qu'on se calme un petit peu. Là, on est arrivé dans des mondes où les bateaux vont à 50 nœuds, c'est bon, ça va être assez vite. Là, le sujet de raconter que déjà, si demain on arrive à traverser l'Atlantique à la voile, sur les cargos à voile ou les paquebots à voile à 15-16 nœuds de moyenne, ça serait génial. C'est pas encore le cas, on n'y est pas encore arrivé, mais ça va venir.
je pense qu'il y a plein d'innovations qui arrivent là-dessus. Et donc, il faut des financements. On a besoin d'être accompagné pour ça. On a besoin d'avoir des clients aussi et des sociétaires pour les coopératives, ou en tout cas des personnes qui s'engagent aussi à nos côtés et qui poussent ce projet-là en disant, voilà, moi, je suis content de manger du chocolat grain de sel qui est transporté en partie à la voile. Je suis content d'acheter tel sac qui a été transporté aussi à la voile, ou ça me fait, voilà, je suis fier et heureux de me dire, ok, j'ai vécu une expérience assez folle, d'avoir traversé l'Atlantique à la voile et de la faire dans la manière la plus sécurité, dans le plus haut niveau de sécurité qui existe, sur des paquebots à voile demain et aujourd'hui déjà sur les cargos à voile. Tu le disais tout à l'heure, sur Neoline par exemple, on va avoir 6 cabines avec 12 personnes qui auront la chance de traverser la voile, et j'espère que dans le prochain bateau d'Olivier, on pourra mettre aussi des personnes qui seront sur les plus gros bateaux. Il y aura plus de place dans le Grand Sail 3, oui. Voilà, tout à fait. Prévu, il y aura quelques on va trouver attention, passagers, marchandises fragiles, c'est ce qu'on dit. Oui, voilà, tu prendras soin d'eux. Et sur le transport à la voile, pour l'instant, on parle de construire des bateaux, des voiliers cargo qui fonctionnent 100% grâce à l'énergie vélique. Mais est-ce que ça pourrait être également une piste de se dire qu'on pourrait adapter des bateaux aujourd'hui qui fonctionnent avec des carburants en rajoutant des systèmes de voile, etc., pour faire en sorte, alors certes, qu'ils n'utilisent pas zéro carburant, mais qui réduisent sur des parties où ils peuvent utiliser le vent à la place pour se déplacer. Et in fine... On peut imaginer améliorer un peu, je veux dire, à la marge, en fait, on fait du rétrofit, ce qu'on appelle du rétrofit sur des navires classiques, des navires à pétrole. Mais objectivement, les carènes, donc la forme de la coque n'est clairement pas prévue pour ça. Il n'y a pas de plan anti-dérive qui évite, pour caricaturer, le dérapage en fait, sur l'eau par la poussée des voiles. Il y a des problèmes de stabilité également. Enfin, voilà. Un voilier, ça se conçoit comme un voilier dès le départ. Et il n'est pas évident du tout en fait, de transformer un cargo, par exemple, classique en voilier. Ça, il ne faut quand même pas rêver. Mais on pourra améliorer un petit peu. Mais il y a fort à parier que les futurs navires voiliers cargo auront des formes assez différentes de ce qu'on trouve aujourd'hui. C'est le cas déjà, ouais. Voilà, c'est déjà le cas. Hein. Le Grand Sail 2 n'a pas la gueule d'un cargo de base, évidemment. Si on veut qu'il avance correctement, si on veut qu'il fasse le cap, qu'il remonte au vent, etc., il doit d'abord être conçu vraiment comme un voilier. Et c'est pas simple. Je peux vous assurer que c'est vraiment pas simple. Voilà. J'ai une dernière question pour vous trois avant qu'on passe aux questions du public. Si on se projette... Allez, en 2050, donc là on est censé avoir atteint la neutralité carbone pour le transport maritime et dans d'autres domaines aussi. Quel serait pour chacun de vous le plus beau symbole de la réussite du transport maritime à la voile? L'exemple qui vous ferait dire ça y est, on a réussi, on a atteint nos objectifs. Alors pour moi, c'est très simple. Il faudrait que les enfants qui regardent les photos de notre période actuelle et les photos de navires marchands soient tous très étonnés de ne pas voir de voile en fait sur les navires. C'est tout en fait. Voilà. Si on arrive à ça, et objectivement aujourd'hui pour décarboner le transport maritime, les voiles c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est vraiment quelque chose qu'on sait faire là tout de suite. On peut parler d'hydrogène ou d'agrocarburant ou de pas mal de choses, mais là tout de suite en termes d'efficacité, c'est clairement ce qui marche le mieux et ce qui va marcher le mieux à mon avis pour un sacré paquet de temps. Donc voilà, j'espère que ces enfants verront ça et se diront tiens, c'est quand même bizarre, il n'y avait pas de voile à l'époque sur les bateaux. Moi, complètement d'accord, mais un des critères que je m'ajouterais qui est peut-être plus spécifique à nous, c'est de me dire ok, on a déjà basculé sur du maritime, pas mal de nos produits qui sont faciles à basculer sur du maritime, comme les vins et spiritueux, on va basculer sur du maritime éolien, mais le vrai succès, ça serait de basculer sur des produits qui sont plus compliqués à basculer sur du maritime, qui soient d'ailleurs conventionnels ou éoliens. Que ce soit des produits de mode ou certains produits de montre et joaillerie. Et là, ça veut dire un changement de business model, un changement de mindset de toutes les équipes logistiques, achats. Ça serait ça la clé du succès, ouais, je pense. Au-delà des aspects purement technologiques du transport maritime, ça serait de switcher aussi certains aspects du business model pour pouvoir planifier du maritime. Donc par exemple, d'avoir réussi à transporter à la voile un bijou de haute joaillerie. Ouais, un bijou de joaillerie, du prêt-à-porter. Okay. Ouais. Et le groupe... on travaille avec LVMH, là, travaille déjà beaucoup en fait, avec nous et on transporte une multiplicité de produits. Oui, ça commence déjà. Ça fonctionne en fait très bien. On transporte également des grands vins, on transporte
énormément de choses, des ensembles mécaniques, un peu de pharmacie. En gros, on exporte là actuellement un peu le savoir-faire français, qui est plutôt bon en plus. Donc voilà, on essaye nous de transporter moins, transporter mieux, consommer moins, consommer mieux. Donc dans tout ce qu'on essaye de faire là, il faudra jamais aussi ne surtout pas oublier que si on reste à périmètre de consommation identique, si on continue à acheter des t-shirts Shine, par exemple, voilà, une excellente marque chinoise qui expédie des milliers de tonnes de matériel qui ont des durées de vie extrêmement courtes parce que c'est hyper mal construit, tout simplement, on n'y arrivera jamais. Donc il va falloir aussi diminuer la pression en termes de consommation et transporter des produits qui valent vraiment le coup en fait, d'être transportés. Donc qualité. Ça c'est vrai. On ne pourra pas changer le monde tout seul avec nos petits bateaux à voile ou nos grands bateaux à voile. Et qu'à un moment, il va falloir aussi se réinventer et réinventer la manière dont on consomme, la manière dont on produit. Et si c'est la même chose, s'il y a un effet rebond dans le monde du transport vélique à la voile, mais qu'on transporte toujours plus de produits qui sont pas utiles à ce que le monde aille mieux, un peu mieux demain, ça va être compliqué. Non, pour moi, un des vrais sujets, c'est, tu vois, là, par exemple, je regardais les chiffres, il y a 77 millions de personnes, je crois, qui ont fait des allers-retours en avion entre les États-Unis et l'Europe cette année, en 2024. Objectif 2050 qu'ils soient tous alors déjà, en bateau à voile. J'espère qu'il y en aura un petit peu moins. On devrait tendre à avoir, j'espère, un petit peu moins, parce qu'autrement, ça va être compliqué. Mais si déjà on arrive à faire 1%, 1,5%, s'il y a 1 million de personnes qui traversent l'Atlantique à la voile d'ici 2040, 2050, on aura déjà passé un cap assez fort, parce que ces millions de personnes-là par an, ça deviendra des personnes qui seront des ambassadeurs de ce monde qu'on veut créer. Et finalement, il faut peu de personnes pour changer le monde. Et ça s'est toujours fait comme ça, et ça va continuer. Donc allons-y, continuons à prendre le voilier pour se déplacer. Nous, on a des solutions, il y a d'autres solutions qui existent aujourd'hui, et consommons des produits qui sont transportés à la voile. Merci Arthur, merci à tous les trois. On a quelques minutes pour prendre quelques questions. Donc allez-y, levez la main si vous avez... Ouais. Ah oui, c'est bon, c'est super. Le micro arrive. Oui, bonjour. Je vois passer les bateaux là depuis tout à l'heure sur la Seine. On parle de trafic maritime et je me posais la question, tous ces bateaux-là, ils sont à voile. Il y a d'autres rivières, pas à voile, à moteur, pardon. Oui. Ça marche pas trop la voile ici, malheureusement. Ouais. Justement, il y a d'autres rivières justement où il y a plein de il y a le trafic fluvial. Est-ce qu'il y a des opportunités, des ouvertures à passer les bateaux fluviales en bateau à voile? Ça me paraît compliqué, mais Là, il faudra trouver d'autres solutions parce que la navigation à la voile, c'est bénéficier d'une autoroute qui est extrêmement large, qui nous permet de prendre des routes très différentes, de tirer des bords. Donc, sur une route, évidemment, on ne peut pas tirer de bord, à gauche et à droite, donc là, ça ne marche pas. Donc, je pense que là, objectivement, par exemple ici, on ne pourrait déjà pas passer sous le pont, c'est sûr. Et après, donc, le louvoiement dans des zones comme ça, c'est impossible. Donc non, il faudra trouver d'autres solutions. La voile, c'est plutôt le grand large, oui. Merci. Oui, juste derrière, monsieur. Ou les lacs, les lacs, ça marche aussi. Les lacs, ça va. Aujourd'hui, avec les matériaux et tout ce que vous avez à peu près en tête, quel tonnage on pourra arriver en bateau à voile? Parce que là, les bateaux sont vers 3000 tonnes, mais on peut monter à combien aujourd'hui? En fait, il y a un facteur limitant qui est déjà le tirant d'air, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller alimenter des ports qui aient des ponts. Par exemple, le pont de Verrazzano, c'est 65 mètres. Donc le navire doit faire 62,50 mètres de tirant d'air maximum. Le Grand Sail 3 est limité en hauteur, d'ailleurs, à cause de ça, en fait. Mais sur certaines routes Asie, on n'est pas limité en hauteur, donc on peut avoir des gréements beaucoup plus hauts. Mais très clairement, il y a une limite à l'exercice, donc... je pense que si on arrive à faire... Alors moi, je parle toujours de pur voilier, parce qu'on peut mettre des voiles sur n'importe quel navire et fonctionner finalement à la moitié du temps au moteur. Donc c'est un navire qui va être à assistance vélique, mais qui va quand même continuer à la moitié du temps à émettre beaucoup de CO2. Donc en parlant de pur voilier, ce que nous, on aimerait continuer à développer, le Grand Sail 3 sera toujours un pur voilier. 4000 m² de voile pour un navire de 5000 tonnes, marchandises et navires compris. C'est plutôt très efficace.
Si on imaginait un navire de, je ne sais pas, 150 mètres, à la recette grain sail, il faudrait quasiment 1 hectare de voile, donc 10 000 mètres carrés de voile, si on n'était pas limité en tirant d'air. Donc c'est possible, en fait, on peut avoir des mâts qui vont dépasser les 80 ou 90 mètres de haut. Je pense qu'à terme, ça pourra se faire. Qui bascule aussi. Il y a des technos qui font. Qui basculent, oui, mais, des mâts qui commencent à basculer. Mais la bascule des mâts coûte tellement cher qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, a priori, ne va pas pouvoir se faire facilement. Mais beaucoup de choses sont faisables, mais on n'arrivera par contre absolument pas à construire des purs voiliers de 400 mètres avec des navires transconteneurs qui ont 24 000 EVP, par exemple, donc 24 000 conteneurs équivalents 20 pieds. C'est totalement colossal, en fait. Penser qu'on pourrait transformer un navire de cette taille-là en pur voilier et donc à quasiment tuer le bilan carbone, là, j'y crois pas. Ça, par contre, ça ne peut pas marcher. Donc il y a une sorte de limite à l'exercice si on veut faire des voiliers vraiment efficaces et respecter ce que l'OMI s'engage à faire, c'est-à-dire en 2050 être zéro émission nette en CO2. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais si on veut tendre vers ça, il faut favoriser les purs voiliers. Et l'exercice, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que si on fait des navires hybrides. Mais voilà. Pas 400 mètres, mais 200, pourquoi pas, ouais. Et là, ça commence à devenir vraiment, vraiment conséquent. Ouais. Oui. Plein de questions. Plein de questions, on dit. Ouais. C'est cool. Un autre impact très important du transport maritime, c'est le bruit sous-marin, la pollution sonore sous-marine. Et moi, je serais très intéressée de savoir si vous connaissez l'empreinte acoustique, la différence d'empreinte acoustique entre le transport à la voile et le transport motorisé, même si j'imagine qu'elle est moindre. Mais je voulais savoir si c'est un facteur sur lequel vous vous intéressez et s'il y a déjà des données qui ont été voilà, si ça a déjà été évalué ou si vous prévoyez de le faire dans le futur. Bah c'est énorme en fait ce truc-là. On se rend pas compte du tout, mais c'est vrai que quand tu... nous on a un vrai sujet par exemple course au large, on a souvent des collisions avec des cétacés, des baleines, et plus nos bateaux vont vite, plus on aura des collisions importantes. Donc il y a de la recherche qui est faite, il n'y a pas de la recherche qui est faite, mais il y a de l'argent qui est aiguillé à essayer de trouver les solutions techniques à ça. Mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas très très bien, on met des pingers dans l'eau, comme sur les bateaux de pêche ou autres, pour essayer de faire des répulsifs, sauf que ces animaux sont hyper intelligents, donc au bout d'un moment ils se disent, tiens il y a un pingers qui est là sur les bateaux de pêche par exemple, donc ils reviennent derrière, ils viennent bouffer le poisson qui est là. Donc on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Et puis surtout, il y a, je crois, 90 espèces de cétacés qu'on connaît dans le monde. Et qui ont toutes des fréquences différentes. Donc aujourd'hui, on est très très loin de ce que la recherche pourrait faire pour essayer d'améliorer les choses là-dessus. Mais c'est sûr que entre le bruit des cargos à moteur et le bruit des cargos à voile ou de nos bateaux à voile, plus on fera de la voile, mieux ce sera, parce que finalement, on produit très peu de son, vu que les moteurs servent à la vie à bord, mais ils ne servent pas à propulser le bateau. Et donc les hélices ne tournent pas. Mais le bruit de l'homme sur l'environnement, ça je vous invite, et merci pour la question, à regarder tout ça, parce que c'est un énorme sujet. Les forages pétroliers, les pipelines, enfin bon, tout ça, tout ce qui passe sous l'eau finalement, émet du son, du bruit, sur différentes fréquences que même l'humain n'arrive pas à écouter, et c'est terrible pour l'environnement et c'est terrible pour la biodiversité. C'est présenté comme un peu anecdotique, en fait c'est absolument massif. C'est un problème énorme en fait. Et les cétacés, on n'est pas à leur place, nous on s'en rend pas compte, on n'est pas sous l'eau avec eux, mais c'est un cauchemar en fait pour eux. Donc il faut absolument agir là-dessus, et les navires marchands ne savent pas du tout gérer ça. À la voile, on gère, je pense, 99% du problème. Oui. C'est donc par nature. Hein. Oui. Alexandre doit nous quitter. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Si on a le temps, il y avait encore 2 dernières questions. Je crois qu'il y en avait une devant et une derrière. Et je ne sais pas où est passé le micro. Il est là-bas le micro. Là. Merci. Je voulais savoir, vous avez beaucoup parlé du fait qu'il y avait un problème de savoir-faire, que vous avez dû réapprendre un savoir-faire qui avait été perdu, et que vous étiez donc dans une innovation qui était complètement disruptive. Est-ce que de ce point de vue-là, il y a une entraide entre différentes compagnies? Est-ce qu'il y a certains pays qui étaient plus en avance, qui ont
desquels vous ayez pu vous inspirer. Comment ça s'est passé un peu pour cette innovation et comment ça se passe Nous, on n'a pas eu de chance, on était les premiers, alors on a essuyé les plâtres. Mais on était cependant très contents de le faire et ça fait partie de l'aventure. Et je le disais tout à l'heure, si c'était simple, ce serait pas drôle. Donc, mais après, on travaille beaucoup avec Zephyr et Boré, on se connaît très bien. Avec WinCop, Neoline, on les connaît également. Ces 4 acteurs là sont un petit peu la petite famille du Vélic. Et oui, on essaye de s'entraider parce que le challenge est quand même vraiment important. Et je pense que si on s'entraide, on ira évidemment beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Oui, il faut former les marins en fait. Aussi. Former les marins à la navigation à la voile, et ça c'est pas une masse à faire parce qu'on a vécu comme des enfants gâtés depuis 50 ans avec le pétrole, et donc de réapprendre à naviguer à la voile, c'est un vrai sujet. Et plus on aura des bateaux à voile demain, plus on aura besoin de former des marins, des marins de marine marchande qui sauront utiliser le vent pour se déplacer. Et même si on a de plus en plus d'outils technologiques qui sont embarqués à bord des bateaux, on a toujours besoin de regarder un petit peu le ciel, les nuages, et savoir régler des voiles aussi, parce que la technologie ne peut pas non plus tout faire. Et donc ça, c'est un des vrais sujets. Par exemple, il y a beaucoup d'acteurs et d'armateurs qui travaillent de plus en plus avec l'école de marine marchande, qui progressent là-dessus. Et nous, on a besoin de faire beaucoup plus de passerelles aussi avec le monde de la course au large, de la régate et autres, parce qu'on a plein de choses à apporter à ce monde-là. Et on ne le fait pas du tout assez aujourd'hui. Et donc on a des passerelles à créer entre le monde du sport et le monde du transport maritime et industriel qui sont énormes. Et la France est plutôt assez en pointe là-dessus, mais on a besoin, on va recruter de plus en plus dans les années qui viennent des bons marins et des bons navigateurs pour skipper des bateaux comme celui d'Olivier ou les nôtres. Et une dernière question, et puis ensuite on devra conclure malheureusement. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure d'un objectif de 1 million de personnes sur les 77 millions de personnes qui traversent l'Atlantique. En termes de transport cargo, est-ce que vous avez un objectif aussi pour les 10, 15, 20 ans à venir, en volume ? Nous, on aimerait que le développement soit évidemment exponentiel, et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on ait le choix. Il va vraiment falloir dépasser les PowerPoint et les grandes intentions, mais il faut rentrer en fait vraiment dans le projet. Nous, ce qu'on a fait au tout début, c'est on a dit les grandes discussions, c'est très bien, mais on arrête ça, on construit le bateau. C'est peut-être pas le bon moment, c'est pas grave. On le construit, on met l'objet sur l'eau, on l'exploite, on le charge et on montre, voilà, nous on se tait maintenant, regardez ce navire, il fonctionne. On a construit un deuxième, beaucoup plus gros, il charge, il navigue, et il fonctionne, regardez, ça marche. Et on continue comme ça, là on fait x2 en gros à chaque fois en termes de taille. Donc j'espère que ça donne à voir quelque chose qui fonctionne, évidemment. Par contagion, par envie de se marrer avec nous, je pense qu'on va quand même entraîner pas mal de monde à faire de même. Et objectivement, on n'a pas le choix. On doit se passer du pétrole magique, c'est comme ça. Le pétrole magique, je dis pourquoi magique, c'est 1 litre de pétrole, c'est 10 kWh. Si vous devez produire ça en pédalant sur un vélo avec une dynamo, vous allez pédaler 5 heures par jour pendant 3 semaines. Ça va des bons cuisseaux. 3 semaines. Vous serez fit à la fin, ça, il n'y a pas de problème. Et comme je suis un mec super sympa, si vous avez produit mon électricité en pédalant, je vous verse un salaire à la fin de vos 3 semaines. Et donc, je vous donnerai 2 €. Parce que 2 €, c'est le coût d'1 litre d'essence. Donc, en regardant les choses comme ça, vous comprenez que le pétrole est incroyablement efficace, c'est un concentré d'énergie absolument dingo, et en plus, ça coûte que dalle. Quand on a un problème pour faire son plein d'essence, c'est pas que le pétrole est cher, c'est un problème de pouvoir d'achat. Ce sont 2 choses très différentes. Mais donc, on doit apprendre à se passer de ça. Le pétrole étant pas cher du tout, on comprend vite que la voile, c'est forcément plus cher que ça, et c'est vrai, et c'est normal. Mais on ne peut pas continuer en fait, à ne pas payer le coût environnemental finalement de nos actions, de nos actes d'achat, de nos modes de vie. On ne peut pas dissocier, et c'est pourtant quelque chose qui est fait en permanence, dissocier l'économie de l'environnement. L'économie dépend complètement de ce que l'environnement est capable en fait de nous fournir. Et il fournira tout ce qu'on voudra à condition qu'il puisse le fournir de façon durable et donc renouvelable. Renouvelable, c'est ça peut continuer sans dégradation du système.
Et c'est ça qui est évidemment difficile. C'est aujourd'hui, là, le verre, il est en plastique, mais le micro également. Même là, le bois, il y a du pétrole. En fait, il y a du pétrole absolument partout. Il va falloir réussir à s'en défaire. Et donc, ce sont des actes concrets, des décisions fortes qu'il faut prendre. Et là, dans ces cas-là, on réussira, je pense, à développer très fortement ces systèmes. Soyons créatifs. Non, mais c'est vrai, on est dans des situations, on est tous un peu, et je parlais de ça tout à l'heure, mais un peu éco-anxieux et on se dit, putain, mais c'est quand même bien le bordel, notre ami blondinet américain là, qui fait n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'on vit à un moment aussi une époque incroyable parce qu'on peut avoir des idées là, sur ces sujets-là et essayer de tout faire pour les transformer en réalité. Et là, quand je suis là un peu à Change Now et que je vois ce qui se passe, quand on discute ici ensemble et je vois le monde dans la salle, je me dis que quand même, voilà, on a de quoi mettre nos intelligences au service de ce monde nouveau qu'on veut créer ensemble et on a des outils pour ça. Et là, voilà, le vent, la voile, l'utilisation de compétences, notre intelligence au service de ça, on peut peut-être y arriver. En tout cas, on peut peut-être avoir une trajectoire qui sera la bonne, mais il faut s'y mettre. Ouais. Bah, c'est un beau mot de la fin. Merci Arthur, merci Olivier pour votre participation à cette table ronde. Merci à tous. Et merci à tous d'être venus et pour vos questions.